Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Téléspectateurs, téléspectatrices de Télévision Caraïbe, bonsoir. C'est l'émission Analyse qui est entrée la carte. Depuis le fait le ça, 6h30. Mais à souhait, on va suivre l'émission Analyse. Haïti en dans une transition depuis presque 30 ans. 1986, c'est chute Jacques Duvalier. 2016, là, après, elle fait 30 ans depuis que nous avons un grave problème institutionnel, problème politique, qui fait que nous ne pouvons pas même faire un bon genre d'élection avec un pile conseil électoral passé. Hein? Il y a des gens qui sont vraiment bons, qui sont capables de faire une bonne élection, et l'autre qui a un problème de légitimité. À partir de ce moment, l'émission Analyse pour regarder le problème électoral là, pour nous regarder pour nous qui gens n'a entré dans l'élection. Année ça en 2015 pour nous comment on a résoudre définitivement le problème électoral là, pour nous si nous avons gagné un conseil électoral permanent. À côté de l'autre sujet la crise haïtiano-dominicaine avec comment l'économie haïtienne a structuré tout problème ça pour nous. N'a pas de pause, n'a pas Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Téléspectateurs, nous retournons avec l'émission Analyse. Semaine ça, nous allons établir sur question élection, crise haïtiano-dominicaine avec tout problème économique nous connaissons dans le moment ça. L'émission Analyse là, il y a 3 rubriques. En peu de mots, c'est la première rubrique qui va aider connaître qui laisse inviter. Deuxième rubrique là, c'est tout autre chose, ça veut dire qu'il va développer le sujet n'a gagné pour semaine ça. Et contre toute espérance, c'est troisième rubrique là. Donc nous allons essayer de voir comment on a fait l'émission à travers 3 rubriques ça pour capable et comprendre l'actualité semaine. Semaine ça, on a recevoir professeur Camille Chalmers avec professeur Diego Delissin qui sont tous deux c'est économistes et ils vont aider à nous comprendre la thématique qu'on a développée là. Professeur Camille Chalmers, bonsoir. Bonsoir Romaret, c'est avec un peu de plaisir que nous acceptons l'invitation Radio-Télévision Caraïbe pour discuter de thèmes ça. Professeur Delissin, bonsoir. Bonsoir Romaret, bonsoir collègue Camille. Merci pour cette invitation. Nous on a salué tout auditeur et téléspectateur Radio-Télévision Caraïbe. Et en peu de mots, est-ce que nous sommes capables de dire mon qui laisse naturellement, on ne présente pas professeur Chalmers, mais tellement mon pas tant de présenter tout ça fait des temps, jeune génération peut-être pas contre qui laisse. Présentez professeur Chalmers pour nous s'il vous plaît. Je suis professeur dans l'Université de l'État depuis juin 1980, dans le domaine économie, administration et dans le domaine sociologie tout. Et moi, j'ai fait une spécialisation en administration de l'intégration économique, avec des études supérieures au Venezuela, au Mexique et en France. Et moi, j'ai dirigé une plateforme, qui est les plateformes haïtiennes de plaidoyer pour un développement alternatif, qui sont coalitions d'organisations qui travaillent sur la question des politiques publiques et comment réinventer le développement en faveur des majorités des couches haïtiennes. Et moi, c'est tout porte-parole et un nouveau parti politique, qui est le parti Racine Camp Peuple. Et moi, je fais partie du secrétariat exécutif national parti Racine Camp Peuple. Très bien. Professeur Delissin, bonsoir. Bonsoir. Sur Analyse. Bonsoir, oui. Alors, moi c'est Diego Delissin, donc économiste, professeur à l'Université Quisqueya. Donc, comme Camille, donc économiste qui a fait ses études totalement en France, une partie en Martinique, à l'Université des Antilles de la Guyane, et je suis le reste de licence à master à Toulouse, précisément à Toulouse School of Economics, où j'ai obtenu une spécialité en politique publique et développement
à côté de mes activités de recherche, je fais aussi donc, de la politique, où j'ai l'honneur de présider un jeune parti politique dénommé Rassemblement des citoyens haïtiens, patriotes conséquents, qui a pour sigle RHPC. Professeur Camille Chalmers, pour qui ça ne peut pas organiser bonne élection avec un système électoral, un système de parti, côté KEPA, c'est un organisme qui fait confiance, qui est légitime dans tête population, dans tête monde qui pourra participer dans l'élection? Bon, nous pas qu'à organiser l'élection, c'est un aspect de la question. Un grand pilote, nous pas qu'à organiser dans le pays en tout. Et je crois que la question centrale, c'est la question de qui est le maître du jeu. Ah bon? Je veux dire, nous gagnons un problème, c'est que ce n'est pas nous-mêmes qui mettons jouette là. Et malheureusement, nous gagnons pile monde qui est d'accord pour exécuter les ordres qui viennent du maître. Et le maître là n'a pas absolument aucun intérêt pour que la société structure tête. Il n'a aucun intérêt pour que la société renforce tête. Il n'a aucun intérêt pour que l'État renforce tête. Et il est clair que dans la période 1990-2010, nous plutôt embrayé en bac dans la question des élections. Et 2010-2011, c'est peut-être plus mauvais élection dans le cycle 1990-2010 là. Côté que, quel que soit l'aspect qu'on analyse dans la question, il ouais que vous montrez que on recule par rapport à l'expérience que nous avons commencé à faire en 90. Maintenant, questions ça, qui sont questions centrales, parce que l'espace élection sont espace de souveraineté fondamentale, mais il rentre dans un bagage plus global. En même temps, un petit problème avec le chapeau côté présenté. Hein. Là, nous découper, nous dit 86, 2015, un petit problème là-dedans. Parce que justement, tendance là, c'est de dire qu'avant 86, c'était l'Eldorado, tout allait bien, etc. Ce qui est faux. Non, il est clair que la dictature des Duvalier, dans la période 57-86 là, il y a un ensemble de décisions qu'il prend, il y a un ensemble d'orientations qu'il prend, qui est responsable accélération, déclin paysan, déclin économique et déclin de l'État. Donc, si nous faisons une périodisation, il faut faire très attention pour ne pas opposer période ça avec période 57-86 dans la mesure où les racines du déclin sont déjà présentes. Et si nous regardons le PIB, le PIB par tête d'habitants de 2006-2007 est inférieur au PIB par tête d'habitants dans les années 60. Donc, en fait, il faut avoir un découpage historique qui est dénoué racine problème. Là. Et là, il faut remonter à 1915. 1915, c'est vraiment le point de rupture, côté que où gagnait une occupation militaire des États-Unis, qui redéfinit le système politique, là, qui redéfinit l'économie paysanne, qui modifie le rapport de force entre différents secteurs dans le pays, hein, qui modifie complètement les relations à l'intérieur des classes dominantes et qui installe nous dans une dépendance que nous ne pouvons jamais ici sortir la donne. Ouais. Et différentes périodes de 1915 à 2015, et c'est pour ça que à naissance là, nous-mêmes, nos partis sont priorité pour que nous réfléchissions sur la question 1915-2015, de façon que nous mettions à nu quelles sont les véritables causes du blocage haïtien, quelles sont les véritables causes de la crise sociétale que nous sommes en train de vivre, et pour nous capables de créer les conditions d'une véritable sortie. Alors justement, 86-2015 sont une période importante, mais en fait, ça pour nous, dans la période ça, c'est que justement, dans le mouvement, un grand soulèvement populaire depuis 83-84 qui conduit à renversement de la dictature du Duvalier, mouvement populaire ça a été porteur de changements structurels. Et mouvement populaire ça a dit changer l'État. Et projet de changer l'État ça, qui c'est projet que le peuple haïtien voulait faire, il n'a pas jamais réussi à matérialiser. Comme on voulait par exemple que Mounio croit dans l'élection, là on fait des élections en 90 et puis 7 mois après il y a un coup d'État. Côté Youdou, finalement, qui doit être gagné pour désigner le président de la République? Tu vois? Parce que nous avons un système politique qui justement fonctionne à l'exclusion, un système politique oligarchique, un système politique qui retire la majorité de la population droit qu'elle gagne pour faire des choix. Et justement, malgré le changement avec la Constitution de 87, qui quelque part cassait la logique de l'État oligarchique, là, nous voyons que l'État oligarchique ça gagne capacité pour le refaire tête et il continue avec un discours démagogique, mystificateur d'élection, de démocratie. Mais c'est exactement même l'État oligarchique, ça, fondé à partir de 1915, qui continuait à dominer et qui continuait à entraîner les pays vers des déclin qui pratiquement sans fond. Côté où il y a l'impression que les pays se descendent de plus en plus de façon accélérée, avec des coûts extrêmement graves pour la population haïtienne, pour l'image paysan et pour l'avenir paysan. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que la réflexion sur les élections est importante, mais elle est importante que de rattacher à un bail plus global qui permet de voir quelles sont les racines du problème et nécessité et urgence
pour un réveil patriotique. Nécessité et urgence pour que tout citoyen qui est conscient de drame pays ça vive, tout citoyen qui est conscient que responsabilité nous, c'est créer des conditions pour petit nous capables de vivre et joindre nos pays pour être capables de vivre, que je dis nous vraiment créer les conditions de réveil patriotique pour nous capables de reprendre au moins partiellement la souveraineté paysan et reprendre l'espace électoral qui sont dimensions dans l'espace de souveraineté. Avant de venir sur la question, tout fonctionnement élection en Haïti, la question du financement, comment le parti a fonctionné, il a évolué par rapport à conseil électoral qui ont un minimum de crédibilité ou bien de légitimité. Professeur Delissin, vous avez le même point de vue avec professeur Camille Chalmas? En partie, mais un petit peu divergent dans le sens que moi, je suis plus vraiment vers l'avenir. Oui, donc il faut bien sûr analyser ce passé, mais on doit poser une question. L'élection est dans un cadre. Ce cadre s'appelle la démocratie chez nous. Okay? Donc oui, on faisait des élections le temps d'être Duvalier. Bon, mais l'élection qu'on parle maintenant, c'est une élection qu'on dit libre, démocratique. On a fait partie du Duvalier, on souhaiterait implanter la démocratie. Mais on a oublié quelque chose. C'est que, là je donne tort pas au peuple haïtien, à l'élite de ce pays. C'est que la démocratie, ça marche avec un ensemble de choses. Il faut un package dans la démocratie. Il faut un package, il faut des ingrédients. Et parmi les ingrédients, ce sont les institutions. Parler de partis politiques, qui est la base même pour asseoir la démocratie, parce que la démocratie, c'est quoi? Les élections que nous souhaitons tous, c'est donc d'élire nos représentants. Donc pour entrer où? Dans l'État. L'État, c'est quoi? C'est ce grand-père qui nous dirige, qui prend les grandes décisions pour notre vie et pour les générations présentes et futures. Donc on a oublié ce stade et on a réduit simplement la démocratie à faire des élections. Aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir des élections. Mais il faut aussi que les structures d'avant soient bien structurées pour que les élections puissent être bénéfiques pour le pays. Parce que élire qui? Ce qui vient d'où? Va faire quoi? Il faut qu'il y ait quelque chose en main. Donc, il faut que nous mettons sur la table toutes ces structures donc, pour bien penser l'histoire des élections et ne pas dire oui, il faut des élections libres, démocratiques et oublier tous ces prérequis. Il faut absolument mettre sur la table ces prérequis et ce que j'invite l'État donc, à faire. Donc, si on a cet État qui est, aujourd'hui on dit État bandit, toutes sortes de qualificatifs, eh bien, c'est parce que c'est la résultante même de base ça que nous pas gagner dans la démocratie, c'est ça qui nous fait que nous venons gagner des mauvais dirigeants qui passent dans passoire élection. Donc élections sont criblées, OK? Ou gon ça pour mettre dans crible là. Donc si my crible là, il pas dans niveau conscience société, il pas dans niveau société que société a hier, eh bien toute vie fatra passer. Toute vie gros roche passer et fatra ça venir qui bas, yo vinn dans parlement, yo vinn dans nos municipalités, yo vinn dans présidence pays et yo vinn jodi dans système judiciaire qui est CSPJ. Qui ban aujourd'hui yon l'état côté que citoyen pas fait confiance encore et qui mettait l'économie nous en une situation côté que nous devenus la risée du monde malheureusement. Oui, ça je ne partage pas l'avis de mon ami. Et d'abord, on peut pas parler de démocratie. La démocratie, ça n'existe pas. Oui. Il y a différents projets démocratiques dans différentes circonstances historiques. Et ce qui est très important, parce que l'idée qui domine en général en Haïti dans les débats, c'est de croire que les Haïtiens sont des sauvages. On nous apporte la démocratie et nous pas voulons adapter nous. Et ce n'est pas du tout ça. En fait, le principal fossoyeur de la construction démocratique en Haïti, c'est l'impérialisme américain avec la complicité des classes dominantes haïtiennes. En 1915, premier bail il fait, il y a une convention haïtiano-américaine, la convention Wilson de septembre 1915, qui dit que c'est trois mondes qui ont dirigé le pays. Le commandant marine, le conseiller financier et le receveur des douanes. Ça veut dire qu'ils ont éliminé toute possibilité pour que les Haïtiens dirigent le pays. Deuxième bail, ils ont fermé la Cour des comptes. La Chambre des comptes qui faisait le contrôle des dépenses de l'État, soi-disant qu'on va le moderniser avec un système de comptabilité plus moderne, ils ont fermé ça. Et pendant 13 ans, on a fonctionné sans aucun contrôle des comptes. Okay? Troisième bail, ils ont crasé le Parlement. Donc en fait, perception qu'on gagne que c'est étranger qui veut construire la démocratie et puis nous ne pas adapter, non, c'est l'inverse. C'est l'intervention américaine qui a défini des rapports sociaux, des rapports politiques, qui sont des rapports oligarchiques, des rapports de dépendance et des rapports de tutelle, parce qu'ils mettaient l'armée pour contrôler tout intérêt américain, ou contrôler directement. Et en fait, justement, si nous voulons construire une démocratie haïtienne, il nous faut justement rompre avec cette domination, de façon qu'on ait des espaces que nous maîtriser
et que les acteurs haïtiens sont capables de contrôler. Il est clair, par exemple, 2010, aujourd'hui, les témoignages sont clairs, que ce soit le livre de Ginès Chérubin, que ce soit le livre de Ricardo Setenfus, il est clair qu'on nous a imposé une solution qui est totalement différente de ça qui est sorti des urnes. Tu vois? Donc ça, c'est absolument inacceptable. Il faut que les élections soient des élections haïtiennes, et nous-mêmes, pour nous gagner des élections, pour il faut décoloniser les élections. Ça veut dire l'élection, il faut que ce soit un espace vraiment de souveraineté nationale, côté ces acteurs politiques haïtiens qui ont décidé. Deuxièmement, il faut que nous démarchandisions les élections. Parce que le fait que l'élection, nous fait des expériences frustrantes, côté qu'on choisit, on a le coup d'État. Ou aller dans l'élection, ou pas participer, vous imposez, vous c'est tel qui est président. Donc comment on va le quoi dans l'espace ça? Et l'espace est devenu de plus en plus pollué, corrompu. Côté que l'espace électoral, c'est plus un espace pour nous faire business. C'est un grand marché électoral qui est dominé par des facteurs d'argent, des gens qui peuvent acheter vote, qui vendre vote, etc. Donc il faut démarchandiser les élections, il faut que ce soit un exercice citoyen, responsable, que l'homme va voter, nous connaissons l'exercice civique et que l'on fait des choix qui pourraient le conditionner à l'avenir paysan. Et malheureusement, il y a eu aussi un processus de gangstérisation des élections. Ça veut dire que dans pile côté d'un pays, c'est dealer drogue, c'est l'agent dealer drogue qui contrôle l'élection. Donc il faut que nous décoloniser l'élection, il faut nous démarchandiser, il faut nous dégangsteriser. Il faut que nous passions nos processus de récupération de la souveraineté. Aujourd'hui, par exemple, comment expliquer qu'on a une élection avec un budget et puis qui est-ce qui gère le budget? C'est le PNUD. Le CEP, qui est l'organe politique qui contrôle les élections au nom de la nation haïtienne, l'objet fait réquisition pour demander PNUD, est-ce que vous voulez faire telle dépense pour moi? Ce n'est pas possible. Bon, donc il faut une récupération. Il faut une récupération de la souveraineté nationale dans toutes les dimensions. Et il faut aussi que l'espace électoral rompe avec la dynamique d'exclusion qui domine ce pays depuis la contre-révolution de 1825. Parce que depuis 1825, il y a créé une situation côté que il y a 10 pays ça en deux morceaux. Il y a une petite portion qui jouit, qui profite, qui pille, et puis la majorité de la population est exclue, en dehors, pas dans rien. Ils n'ont pas de droit. S'ils permettent les de participer, ils sont sanctionnés par des massacres, par des occupations étrangères, par la militarisation, par la terreur des groupes paramilitaires, par l'insécurité, par le contrôle de la MINUSTAH. Et nous, je veux dire, le résultat est clair. MINUSTAH, un objectif, c'était la stabilité, la sécurité. Je veux dire, nous, que ce n'est pas du tout le cas. L'autre objectif, c'était assurer des élections démocratiques. Je veux dire, nous, ce n'est pas du tout le cas. Donc, tout ça, c'est des barrières qui entrent dans la même domination ça, et dans la même logique de fait que le peuple haïtien n'est pas capable de diriger tête et pas de possibilité pour qu'il crée un système politique, des politiques économiques aussi, qui allaient dans le sens intérêt national. Oui, ça, Chalmers, aidez-nous à comprendre la dynamique électorale, le système électoral là, ici, en relation avec les partis politiques, la société civile, le gouvernement qui gagne un coup de parole, la communauté internationale. Tout acteur ça mis ensemble, et se penser c'est capable d'avoir un système électoral assaini. C'est un combat. C'est un combat qu'il nous faut mener. C'est un combat qu'il nous faut mener pour que d'abord l'espace électoral assaini, nettoyé, et que effectivement c'est nous-mêmes en tant qu'acteurs haïtiens qui gagnent possibilité pour contrôler les. Il faut que nous retirions de toute qualité de chantage au financement. Par exemple, je dis en élection, coûte très cher. Il faut nous jouer nos gens pour que le côté moins scope. Ok, on a le temps de trois indicateurs, le système de parti, ou même ces dirigeants en parti politique, système parti, est-ce que vous pensez que le pari pour l'élection? Et nous ne pouvons pas parler de système de parti en Haïti, malheureusement. Ah, d'abord. Nous ne pouvons pas parler de système de parti, puisque nous gagnons des appareils politiques qui, en général, complètement déconnectés de la vie nationale. Donc, sur leur marché, moi, je fais beaucoup de formations en milieu paysan. Les paysans disent, bon, c'est leur élection, oui. Ça veut dire que c'est des partis qui n'ont pas existé véritablement au niveau du quotidien, au niveau des problèmes quotidiens. Et c'est des partis qui ne se prononcent même pas sur les problèmes fondamentaux du pays. Ils mettent béton sous plaine Maribaou. Ils mettent béton sur zone fertile à Caracol pour construire des zones franches pour exporter du textile vers les États-Unis. Ce sont des décisions aberrantes. Par quelle raison pour que vous là, ils mettent des zones franches? Qui parti politique ont protesté contre ça? Donc les partis politiques s'intéressent à séparer le gâteau, à jouir. En fait, des décryptages théoriques. Et la gauche, la droite, centre-gauche, ou même cap suivre l'évolution parti politique. Est-ce que tendance ça là réellement, est-ce que connecté avec le problème haïtien?
Non, justement, ça c'est un problème. C'est plus tard pour analyser le système politique, le système politique haïtien. On prend compte que justement, il y a une énorme confusion au niveau des idéologies politiques. Ça veut dire, si on peut essayer de classer parti, on peut essayer qui est-ce qui est libéral, qui est-ce qui est social-démocrate, qui est-ce qui est socialiste communiste, etc. On a plein de problèmes. Parce que vous gagnez une cohérence au niveau des discours, ou une cohérence au niveau des pratiques. Par exemple, on a vu des partis qui s'appellent sociodémocrates voter contre l'augmentation du salaire minimum en 2009. Ouais? Donc, on gagne une cohérence totale. Parfois, on voit le parti prendre une position et puis ces sénateurs et ces députés ils ont voté contre position ça. Tu vois? Donc, on gagne justement une construction inachevée des partis politiques qui très souvent pas définit tête en termes d'idéologie politique, qui pas une identité politique. Pourquoi? Parce que ce sont des partis qui dépendent très souvent du maître du jeu. Donc, l'objectif central, c'est plaire au maître du jeu et construire un discours acceptable pour Washington, mais ce n'est pas du tout construire un discours qui est connecté avec revendication peuple, revendication pays, et qui construit une légitimité. Donc, c'est des partis qui parlent en légitimité. Parce que la légitimité se construit justement à travers le mariage ça, entre les revendications, les problèmes quotidiens, et ça qu'on va défendre comme projet au niveau politique. Donc, dans ce sens-là, nous avons dit que vraiment, c'est un travail à faire. Et c'est justement pour ça, nous-mêmes, notre parti, pas nous dit qu'on a construit un parti politique, qui n'est pas un parti politique qui a pris la bataille pour des postes seulement. Ce n'est pas un parti politique qui est simplement au niveau médiatique, mais c'est un parti politique qui est connecté avec Massio. Et ça fait que nous-mêmes, nous avons adopté l'option de parti mouvement. Donc, c'est un parti qui est intrinsèquement connecté à la dynamique populaire, intrinsèquement connecté aux revendications populaires, et qui a construit un projet avec la population, et qui paraît pour défendre le projet ça dans le champ politique. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le système de parti, avec les élections. Moi, ce que je veux dire, je vais vous répondre tout à l'heure sur cette question ça. Je crois que le proverbe haïtien résume le contexte. C'est ce qui est bien imbécile qui n'est pas prêt. Je crois que Haïti est un pays spécifique dans le monde qui prend dans sa relais une sorte de cercle vicieux de pauvreté. On trappe à la pauvreté et trappe, disons, de désordre institutionnel. Il y a d'autres pays dans le monde qui vivent la même situation. C'est-à-dire nous pas unique. Donc, ça veut dire que maintenant, je pense qu'on a un grave problème d'hommes dans ce pays. Nous avons un problème moun dans le pays. Le problème moun, c'est que ça, tout ça, l'État, c'est avec moun, il fonctionnait. Toutes mauvaises décisions sont dites là, que je dis à plein de gueule de sac, malheureusement, il y a là-dedans. C'est manger le tas de faire. Donc, qui est-ce qui prend des décisions, qui quitte se laisser faire? Donc, ce sont nos dirigeants. Ça, des gens, ça, ce sont des mouns de quoi dire dans le créole. Nous avons un problème moun dans le pays qui pour résoudre, qui est lié en pile avec la question de l'éducation. Donc, il faut être conscient aussi que nous avons un problème de leadership dans le pays. Nous avons un problème de la mesure, de la valeur, de la grandeur de l'État. C'est l'État qui a une responsabilité que le gain sous dol pour diriger la vie de 10 millions, d'après les derniers chiffres, moun. Donc, c'est pour une responsabilité que lié. Et c'est là que je retourne avec dynamique de parti à Jean Sodia. Côté que base démocratie, si une veut fonctionner, si une veut l'État a un résultat, il faut que les partis soient bien structurés. Cependant, est-ce qu'on peut espérer d'avoir des résultats positifs avec les partis en ayant plus de 150 partis aujourd'hui? Ça, c'est un gros problème aussi. Il faut qu'on soit conscient. Je dirige un parti, M. Charles Mess aussi, ainsi de suite. Étant économiste, moi-même, ma vie web, bah, parti ça, tant qu'il y a une sorte de. Comment dire, c'est un marché. Ils conçoivent que les gens ils sont assez rationnels. Ils conçoivent que la politique, c'est un marché. Donc, à travers ce marché, l'outil qui permet de tirer des revenus sur ce marché, ce sont les partis politiques. Donc, on parle un peu de fait parti politique, comme Camille se dit, pour capable de soutirer l'argent dans l'international là. Et nous, on a optique vraiment de construire un projet, un plan pour le pays et qui prend la bataille pour faire. Je crois que faut nous un peu jeudi sortir de l'ego nous chaque. Nombre de 150 partis ça nous gagne, on a plus aimé que tomber des partis régionalistes. C'est-à-dire que on a que et dans le sud gagne comment dire 2-3 partis qu'on est que sous parle dans le sud en termes de référence politique, c'est eux dans les différents départements. Et ensuite gagne des partis, différents partis sont connectés avec quelques partis nationaux pour faciliter aussi le peuple à choisir tout. Parce que là, vous imaginez que frère ou soeur, maman entrent dans le bureau de vote et que gagne 50 partis politiques qui voient les candidats dans la mairie, jusqu'à la présidence, pour le faire choix dans tout ça. Il dit qu'il ne peut pas choisir aussi. Nous, en tant qu'élite, et tant que leader de la société, parce qu'on a cette responsabilité en tant qu'élite, c'est de dépasser nos égos, de dire, monsieur, on a ce pays qui coule et qu'on a coulé avec nous sous bateau. On nous pose des problèmes, on nous prend sous orgueil, nous,
pour nous capables de réduire donc nombre de partis politiques qui gagnent dans le pays, ça me gagne pour ça à son gain pour nous capables de construire un parti. Pourquoi pas une dizaine de partis politiques nationaux et quelques partis politiques forts dans les régions. Et m'applaudit des marches qu'a fait jeudi actuellement dans le Nord, par exemple. Il y a des gens qui se regroupent pour mettre sur pied une dynamique politique du Nord. Dans le Sud aussi, pareil. Donc, ainsi de suite. Donc, ça encourage. Je crois qu'il faut nous aller vers le futur et non patauger dans l'analyse des choses et pour nous avancer parce que le peuple, disons, dans une situation calamiteuse, de souffrance, et donc, il a besoin de solutions. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs, ça nous doit faire rôle, nous, c'est pas seulement à analyser, mais aussi proposer. Oui, il faut des élections bien faites, mais je dis, est-ce que, question est capable de poser, c'est, est-ce que nous allons faire élection encore pour juste faire élection? Ou bien nous allons faire élection pour nous assurer une stabilité politique dans le pays et qui va permettre que nous ayons un démarrage économique. Ce que la République dominicaine a fait dans les années 70 jusqu'à jeudi, toutes les études sont claires. La République dominicaine gagne un taux de croissance donc, au rythme annuel de 5% depuis les années 70 jusqu'à 2008. Et nous-mêmes, notre taux de croissance, par exemple, depuis les années 95 jusqu'à aujourd'hui, à peine entre 0 et 2% maximum. Donc, vous voyez, donc et une raison qui fait que nous avons patogé dans ça, c'est l'instabilité politique. Là. Donc, et oui, il faut des élections, mais quelle élection? Avec qui? Est-ce que c'est avec ce désordre de partis politiques que nous sommes là? Mon grand point d'interrogation, moi, en tant que responsable de partis politiques, je suis conscient de lui. Voilà pourquoi nous, au RHPC, on rentre dans une dynamique de regroupement des partis politiques et que nous, pour nous capables de réduire ça. Et moi-même, parce que c'est international là qui facilite. Parce que l'État, conscient aussi du problème ça, et faciliter à ce que nous commençons à réduire le nombre de partis politiques dans le pays, nous faisons des exigences en retour aux partis, ok, donc, et aux différents candidats aussi, pour que nous soyons capables de gagner des gens capables et des gens valables à la tête de nos différentes institutions. Le problème électoral, là, Jean-Pile, nous devons dire, par exemple, nous devons réfléchir sur le système de parti, sur la question de loi électorale, sur la question de CEP à lui-même, sur l'enregistrement des votants, qui population votant qu'on gagne, nous devons réfléchir sur la participation électorale des citoyens. Dans qui état citoyenneté noyé pour inviter à aller dans l'élection. Il y a un pile, vraiment un pile. Même la question du financement, on songe qu'il y a une loi sur parti politique, avec financement parti politique qui sorti. Question financement, est important en pile. Nous avons tourné tout à l'heure dans l'analyse pour nous garder le reste indicateur dans l'affaire élection pour nous garder pour nous voir comment nous sommes capables de faire une bonne élection en 2015. La propose d'abord tourner analyse. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, c'est toujours sous problème électoral adaptable avec le professeur Camille Chalmers et le professeur Diego Delissin qui ont même essayé de développer pour garder le système de parti en Haïti, tendance idéologique et tout un problème d'atomisation des partis parce que ce n'est pas deux partis politiques qui passent sur le terrain. Semaine ça, le conseil électoral a réuni avec les partis politiques sur question calendrier électoral là et il y a des gens qui étaient vraiment lamentés pour voir que près de 300 dirigeants politiques, dirigeants de partis étaient en dans salle là, les discussions étaient vraiment houleuses, mais il a semblé qu'il y ait un accord qui fait quand même sous le calendrier qui sortit là et nous allons regarder avec invité nous toute question financement et puis nous allons retourner peut-être sous question pour qui ça que toute parti politique ça et pour qui ça peut gagner naturellement tout candidat ça dans l'élection. Professeur Chalmers, la question du calendrier électoral est sorti, il y a ce plat qui proposé parti politique pour une élection en 3 temps. Oui, donc d'abord un progrès parce que le premier calendrier était sorti, il a été choisi 28 juillet. Pour le premier exercice électoral, on a trouvé ça très grave parce que pour le 28 juillet, ça doit être un jour de méditation, de réflexion et de mobilisation sur ce centenaire que nous avons vécu de 1915 à 2015.
Donc, il n'est pas question que 28 juillet, nous avons dansé carnaval, ni il n'est pas question non plus que nous déconcentrer, distraire l'attention de la population sur des élections. 28 juillet, c'est un bagage que vraiment nous devons traiter avec une approche particulière pour que justement nous disions qui j'en ai entré dans l'autre période et ne pas répéter les erreurs de ce centenaire. Okay? Maintenant, le nouveau calendrier que nous sommes en train d'étudier au niveau du parti, nous pensons que gagner différents problèmes là-dedans. Un problème qui nous paraît essentiel, c'est le problème des élections locales qui renvoient en dernier lieu. Okay? Même si on dit que c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, etc., nous-mêmes, nous sommes très inquiets dans la mesure où justement nous connaissons la situation collectivité territoriale aujourd'hui. Hein? C'est des agents exécutifs intérimaires nommés par le gouvernement qui n'ont aucune légitimité et qui très souvent très liés à personnel politique ou clients politiques du parti au pouvoir. Donc, le fait que dans mairie, nous avons un personnel qui pourra contrôler l'espace pour des élections législatives et des élections présidentielles, nous-mêmes nous sommes très inquiets. Nous pensons qu'il faut que nous ayons un assainissement qui fait au niveau des collectivités territoriales, de façon que nous sommes que nous gagnons des responsables qui sont plus légitimes et qui au moins pas fait l'objet d'un ensemble de critiques que nous tendons sous appartenance à un secteur politique, donc un bagage qui est partisan. Et nous connaissons très bien que les collectivités territoriales ont gagné des instruments assez décisifs dans le au moment des élections. Donc ça, c'est une inquiétude nous. Et nous pensons tout que gagner un étalement de calendrier qui pourra augmenter dans le coût, qui pourra le fait que candidat, par exemple, qui passe dans le premier tour au niveau des législatives, gagne en pile temps pour continuer à faire campagne jusqu'au deuxième tour, avec ça, après impliquer des dépenses supplémentaires. Donc, dans ce sens, nous inquiétons, nous pensons qu'effectivement, tu as dû gagner un remaniement au niveau du calendrier et nous préparer, nous allons faire des propositions concrètes dans ce sens. D'abord, pour que nous ayons un calendrier qui assure notre crédibilité élection et en absence de contrôle des agents exécutifs intérimaires. Et deuxièmement, un calendrier qui est capable de réduire le coût global. Parce que ça, c'est très important, nous, en présence des élections qui sont extrêmement coûteuses. Hein, et des élections qui, justement, non seulement coûteux, mais qui en fait est faite dans une dynamique côté que citoyens perdus véritable relation que l'État doit établir à l'espace électoral là, côté que, par exemple, le CEP a calculé que le besoin de 153 000 personnes impliquées dans la machine électorale là. Et sous avec un montant de plus de 40 millions de dollars. C'est ça, donc sur le 153 000 personnes, qui relation ils gagnent avec l'élection, qui j'ai considéré l'élection. Hein? Est-ce que c'est un petit job pour le faire, évidemment, dans une situation de chômage extrêmement angoissant dans le pays, qu'à comprendre. Bien, est-ce que vous pensez que l'espace électoral comme un espace de décision, comme un espace de citoyenneté, comme un espace d'exercice de leurs droits politiques? Ouais, donc, vous pensez qu'il faut que nous modifions la relation. Ouais. Et modifier la relation, il passe tout par une nouvelle stratégie de financement qui, pas même avec ça que nous utilisons dans le dernier exercice électoral. Diego de Lissin. Moi, je connais. M. Chalmers, camarade Camille et confrère, mon petit Jean, moi-même dis, plus grosse question que je pose aujourd'hui, c'est, je comprends le calendrier ça, même gens avec un monde qui pas manger zonion. Docteur dit il pas manger zonion. Cuisinier à connaît, mais il y a un monde qui passe par derrière arranger, qui dit mon cher, mettez zonion à manger monsieur. Rachetez zonion, empilez, passez dans pilon, mélangez le manger à bas monsieur manger. Et puis, on a manger à l'intoxiqué et puis tête chargée. Là, on regarde le calendrier ça en détail. Il dit que d'ici, disons, mois prochain, maximum un mois, il faut que tout député, tout sénateur qui est inscrit dans l'élection, dans le CEPA. Donc, ça veut dire que faut que toute partie ait une capacité ça pour répondre à elle. Parce que c'est parti-là qui est supposé prendre en charge le candidat financement élection. Si n'a parlé de nos dynamique électorale qui peut sortir dans ça déjà, il y a une grande question, qui peut supporter ces coûts, chaque sénateur, 100 000 gouttes, 50 000 gouttes pour député, 25 000 gouttes pour magistrat, je crois que c'est 5 ou bien 10 000 gouttes pour Kazek, Azek là, il n'y a pas grand chose de 300 gouttes. Est-ce que il y a un parti qui répond à ça? Première question. Deuxième question, longueur, périodicité, et disons, calendrier, qui parti, qui structure politique, qui gagne encore ça les reins pour supporter tout coût ça a demandé. Alors vous parlez d'intervalle. Tout intervalle ça yo.
Donc, question c'est est-ce que c'est un calendrier qui incite les partis à aller aux élections ou bien est-ce que c'est un calendrier pour, comment dire en gros, pour faciliter ça les MPTA et qu'on y a pour après me pas responsable. Donc son calendrier poivre ciment. Voilà, son calendrier poivre ciment parce que n'a rendu compte que j'étais au Caraïbes, c'est une rencontre qui est finie en queue de poisson. Et CEP a démontré une arrogance incroyable envers les partis qui vont choisir les futurs dirigeants de ce pays. La fin de la réunion, c'est que nous finissons de discuter. Merci, c'est la fin de la discussion. À la prochaine. Rien. Donc ça veut dire que est-ce que le CEP, qui a ses principaux partenaires qui sont les partis politiques, pas créé aucun lien jeudi, aucun lien, aucune proximité, et que mandine que pour aller à l'élection, à inscrire tout candidat. Donc moi-même, grande question jeudi, est-ce que c'est un calendrier pour faire des élections ou bien c'est un calendrier en gros pour complexifier, pour rendre plus complexe, pour rendre, disons, plus difficile la situation. Donc ça c'est la première analyse que je fais sur la question calendrier électoral. Ça. Deuxième bagage sur la question 3 élections. Député, sénateur avant, présidentiel, etc. Si nous voulons rentrer dans une dynamique de réduction de coûts élections, deuxièmement, d'assurer, disons, le bon fonctionnement de l'État, il y a 2 élections principales qui sont importantes pour nous. Beaucoup de développement économique, non, fait l'État à camper. Ce sont les élections, disons, législatives et présidentielles, qui est vitale parce que ce pays n'a pas qu'à fonctionner sans Parlement, il n'a pas qu'à fonctionner aussi sans l'exécutif. Judiciaire là, pas parce qu'il n'y a pas d'élection pour lui. Pourquoi avoir ces 2 élections? Une élection d'abord député-sénateur, qui lui-même gagne de tout, présidentielle là, en moyenne, en général, supposé gagne de tout. Pour ça, on est obligé de gagner. Donc, 2 élections à part pour eux, et présidentielle là aussi, qui va gagner, on fait une élection quasiment pour contre lui. Deuxième tour quasiment pour contre lui. Donc, je dis que vous sentez son galimatcha, deuxièmement, calendrier, c'est comme la loi électorale, proposée aux partis politiques et imposée, pas de discussion, pas d'échange, en gros, une grosse inquiétude, je dis, c'est est-ce qu'il y aura des élections. Ça, j'ai le courage de le dire. Oui, je suis en train de me préparer pour les élections. Oui, RHPC aura des candidats partout dans le pays, mais aussi je me pose cette question. Est-ce qu'il y a la volonté vraiment du CEP, des acteurs politiques, d'organiser des élections dans ce pays quand on en a gravement besoin? Est-ce que ce n'est pas même une façon de nous amener là où toute la rue Abdia, de nous amener ce qu'on appelle cette fameuse transition? Est-ce que ce n'est pas le jeu qui est en train de se dérouler? Est-ce que ce n'est pas le tapis? Je me pose cette question. J'espère que le CEP nous montrera que ce n'est pas du tout le cas et que vraiment le pays a retrouvé, disons, souveraineté à travers des institutions qui renouvelées avec des personnels haïtiens. On regarde le financement élection. Un chiffre de 43 millions de dollars. Avant ça, je voulais dire que je partageais l'inquiétude de ça. Oui. Puisque effectivement, d'abord, on a un retard terrible au niveau des élections. Et il y a un peu une posé de question si les manœuvres qu'on est en train de faire, ce n'est pas justement pour prolonger encore ce retard et nous amener à une situation où on sera obligé de changer de république. Exactement. De changer la constitution. Exactement. Okay? Il y a même des documents qui ont circulé qui montraient que tu avais organisé une transition de 38 mois. Oui. Une transition de 38 mois qui t'a permis de changer des éléments clés dans le système politique actuel, dans le régime politique actuel. Donc il y a un objectif que certains acteurs dominants dans le pays a gagné, notamment l'impérialisme, c'est justement changer le régime politique. Et pour changer le régime politique, là, plus la chaotique, plus l'élection pas qu'à fait, plus l'Assemblée ont véritable désordre, plus les favoriser à aller vers ça. Donc Haïti a cuit dans Jules. Exactement. Donc nous pensons qu'il y a une responsabilité, force patriotique, force politique, force sociale, c'est justement s'organiser pour bloquer ces scénarios ça et aller véritablement vers des élections avec un seul minimum d'acceptabilité. Oui, c'est pas? Nous ne pouvons jamais gagner tout. Mais au moins que un seul minimum d'acceptabilité. Donc nous ne pouvons pas même rêver bonnes élections, mais c'est des élections acceptables. Acceptables, ça c'est clair. C'est dans le moyen terme qu'on est capable de faire des réformes structurelles qui amènent nous véritablement vers des élections inclusives, démocratiques, etc. Donc dans ce sens, nous sommes appel à la vigilance citoyenne et nous pensons que tout secteur dans le pays doit vraiment brancher les yeux sous question électorale et empêcher manœuvre ça qui t'a amené nous dans une impasse et dans une situation côté que effondrement institutionnel là a continué. C'est-à-dire au lieu que il y ait un silence ça parce que je remarque une silence depuis la sortie de ce calendrier. Il y a qui dit rien.
Un très grand silence. Très grand silence, inquiétant. Nous avons souhaité que plutôt c'est ça, on se dit à la Camille, que nous regroupions, que nous réfléchissions sur le problème. Ça, comment défaire ce plan ensemble. Nous-mêmes haïtiens, prenons nos responsabilités. Ne demandons pas au peuple de le faire, monsieur. Nous sommes les décideurs, l'élite, ceux qui décident pour cette population. Que nous prenions nos responsabilités vraiment pour empêcher, disons, la concrétisation de ce plan, pour que vraiment l'institution soit renouvelée. Ça, c'est capital pour lui. Haïti, avec ces élections, disons l'année 2015, nous avons deux situations. C'est soit que nous enterrons quasiment net, parce que il y a une transition de 36 mois, il a commencé à 36 mois, on va prendre combien? Est-ce qu'il a fait 36 mois vrai? Ou combien a duré? Donc, ou bien que nous ayons courage, nous prenons sur ego nous, comment dire, font un coup de génie, nous disons, monsieur, voilà ce que nous proposons et que qui a sorti vraiment le pays dans la spirale infernale que il y a. On va un coup de génie sur le financement. C'est ça, et il faut dire que le gouvernement actuel, le gouvernement de Martelly et le gouvernement Paul, c'est pas des complices de ça. Je veux dire, les complices de situations d'effondrement institutionnel, de destruction économique, de destruction des capacités économiques de ce pays. Pas? Et il est très clair que je dis, il faut appel à la vigilance citoyenne, on appelle au réveil patriotique, pour nous dire que nous ne pouvons pas continuer à faire politique comme ça dans le pays. Non. Nous ne pouvons pas continuer à faire élection dans des conditions sérieuses. Il faut vraiment que nous comprenions que c'est l'avenir du pays qui est en jeu, c'est l'avenir petit qui est en jeu. Et je dis, parce que c'est un devoir incontournable que force politique prend responsabilité en main et nous commencer à reconstruire ce pays. Financement partagé entre fonds qui sortent dans le trésor public, qui financent le fonctionnement CEPA, et puis il y a un PNUD qui a géré toutes les questions pour modalité électorale. Comment nous avons 43,8 millions de dollars que comme chiffre pour financer l'élection. Bon, je te dis que... Il n'y a pas encore de budget. Voilà, il n'y a pas encore de budget, ce sont des chiffres. Oui, on va avancer des chiffres. Probablement que tu es capable de faire une élection pour arriver à terme. Bon, c'est un fait. Les économistes, des fois, c'est fait là devant nous là. Parce que ça nous doit travailler, je dis. C'est comment ça, désordre ça. Est-ce que ces dernières fois, le fait dans un pays, monsieur? Parce que vous avez l'impression que c'est comme si vous avez un poison à boire ou tellement venu habitué avec ou dit normal. C'est une anomalie à ce que nos élections, la base de la souveraineté d'un pays, soit financée par l'international. Et l'État la connaît tout. D'ailleurs, c'est clair dans la Constitution américaine que financement élection n'a pas supposé fait par aucun monde externe. Et même pas par un industriel externe, du fait par des nationaux. Donc, on croit que si... C'est un attribut de souveraineté. Un attribut de souveraineté, ok? Et le pire, c'est que quand tu gagnes dans BRH là, c'est big qui gagne droit sous lui pour retrait, pour une série de bagages. Qui peut boire, comment dire, dernier check approbation. C'est même pas... Dans nos conseillers qui a plaint que le pas de code pour le faire élection. Donc, le conseiller Émile Joseph, qui lui-même dit que nous n'avons pas de code pour nous faire élection. C'est-à-dire que pour fonctionner, pour acheter gaz, pour acheter papier, pour faire fonctionner machine, pas de code. Comment nous voyons la question ça? Mais comment se fait que M. Néhémie, s'il veut être cohérent, j'aimerais lui poser cette question, et l'appareil n'a même pas d'argent pour fonctionner, et l'appareil nous demande, nous, d'aller les retrouver pour faire des élections. Je pense que il faut être clair, arrêtons la démagogie. Si, bon, M. Romaret ou invité là, soit venu faire démagogie. C'est clair que nous sommes dans une situation démagogique. Il faut qu'on soit courageux, non pour le dire, que cette question d'élection, oui, on veut des élections. C'est ce que sont tous les partis. Oui, on veut des élections. Mais si vraiment on souhaite qu'il y ait un minimum, un seuil minimal à respecter pour l'organisation de ces élections, il faut qu'on chita parler franc fait entre CEPA et les partis politiques pour poser tous ces problèmes, pour vraiment calendrier électoral ça, me remplir de tout que la Kakembe. C'est dans le contexte ça qu'Ami Chalmers, c'est la question haïtiano-dominicaine reposée et non phase qui va pile qui est cassée. Pile inquiétude sur le rapport de pays pour les poser son thème commercial, poser son thème migratoire, poser sous réponse pour nous bailler à ça qui a passé l'autre bois, c'est que yo pan en haïtien pour nous bouler cadavre, l'autre haïtien assassiné. C'est semblé que crise là l'a dégelé au fur et à mesure puisque coopération va recommencer côté deux pays yo demandé des garanties. Haïtiens demandé des garanties pour la population haïtienne là-bas et Dominicains demandent des garanties pour infrastructures consulaires et diplomatiques que le gain là pour plus de sécurité. Comment ouais crise haïtiano-dominicaine dans le moment de préparer l'élection en Haïti.
C'est une question très grave et relation haïtiano-dominicaine ça yo. Et malheureusement, nous gagnons une absence de stratégie du côté du gouvernement haïtien. Oui, c'est clair. Pas une véritable réflexion, pas une véritable stratégie. Et même aussi, la plupart des partis politiques haïtiens n'ont pas une stratégie sur les relations haïtiano-dominicaines. Donc ça, c'est une lacune extrêmement grave, compte tenu de l'importance et de poids des relations ça dans l'économie paysanne, dans la politique paysanne, dans toute la vie sociale paysanne. Et dans ce sens, ça, c'est très inquiétant, l'aggravation qu'a fait là, côté qu'on gagne une remontée de secteurs nationalistes, racistes et xénophobes dominicains qui occupaient des espaces de pouvoir clés, qui occupaient cour constitutionnelle, qui occupaient conseil électoral, l'autre bord, etc. Et qui apprend des mesures, non seulement qui basaient justement sur manipulation de l'espace politique sur la base du sentiment anti-haïtien, c'est qu'une espèce de fausse unité contre les Haïtiens, reprendre un peu l'héritage de Balaguer en changeant le discours. Ouais. Et Cap fait, il y a des fins électorales, parce qu'on connaît que les 200 000 Haïtiens les 200 000 Dominicains qui sont privés de leur nationalité, c'est un peu une des parties de la base de l'électorat du PRD. Ouais. Donc, dans ce sens, nous sommes en présence d'une machination politique extrêmement grave et même criminelle, et qui a des conséquences dramatiques sur Dominicains et sur Dominicains d'origine haïtienne. Ouais. Donc, dans ce sens, il est clair que aujourd'hui, nous sommes en face d'une aggravation de crise, d'une exacerbation de crise. Et nous quand même poser une question, si l'exacerbation ça n'a pas lié dans le même processus de création de chaos pour justifier justement la fin de la République. Et donc dans ça, nous croyons qu'il faut que différents secteurs en Haïti analysent la question ça froidement et prennent des décisions responsables, cohérentes. Nous-mêmes, nous étions très contents de la manifestation faite l'autre jour, parce que c'est un geste citoyen très intéressant. Et surtout slogans, qui étaient des slogans qui étaient appel à la paix, appel au respect des deux nationalités, etc. Parce que c'est très positif, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous allions plus loin et que nous conscients que le n'a pas ces pays, n'a pas ces avenir pays, il faut que nous soyons capables de proposer des stratégies de renouvellement et de changement de climat totalement au niveau des relations haïtiennes et dominicaines, notamment dans la dimension économique. Et il est clair que, par exemple, si nous prenons ce qui s'est passé il y a 2 ans avec l'interdiction de l'importation des produits avicoles, qui en quelques mois a produit des résultats extrêmement intéressants. Aujourd'hui, la production de poulet en Haïti est passée de 1 million à 7 millions par mois. Donc, il n'y a que petites mesures, ça, qui ne sont pas même respectées à 100%, parce qu'il y a la contrebande qui continue, etc., à passer en bas fil. Mais il produit possibilité pour capable potentialiser une capacité productive que nous gagnons dans la production avicole. Donc, je pense que dans ce sens-là, il faut profiter de cette crise pour empêcher qu'il y ait vers des affrontements et des barrières de plus en plus déstabilisants, mais en même temps que nous-mêmes nous prenons de nouvelles initiatives, des initiatives courageuses, des initiatives qui branchées sur défense de la dignité nationale, c'est fondamental, que vraiment nous défendons la dignité nationale, et nous profiter de conjonctures régionales et mondiales, parce que nous voyons que Jean CARICOM, par exemple, mobilisé autour d'Haïti, et même pour des sanctions contre la République dominicaine à partir de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et malheureusement, le gouvernement haïtien est très passif sur la question ça. Et il ne prend pas vraiment des initiatives qui, à la mesure des enjeux et de questions qui posaient à la nation haïtienne par rapport aux relations sociales. Je suis tout à fait d'accord. Dans ça, nous-mêmes, on dit que depuis très longtemps, nous travaillons sur la question des relations haïtiennes et dominicaines. Et il y a un pile secteur de l'autre mobilisé autour de créer des relations de fraternité entre les deux pays. Donc, dans ce sens, il faut que nous soyons capables de construire plus de connexions entre le secteur haïtien responsable et le secteur dominicain qui est justement d'accord pour créer une ambiance de fraternité. Et puis, nous mettons en place des initiatives. Par exemple, des coopératives binationales des deux côtés de la frontière, dans la question commercialisation, dans la distribution de produits, etc. Une bonne barrière qui a fait et qui c'est des barrières qui, en fait, a fait déjà. Parce que la population prend des initiatives comme ça, mais ils ont été très faibles parce que justement, ils n'ont pas appuyé par une institution ou bien un appareil étatique qui était capable de permettre que nous allions plus loin. Oui, mais Camille Chalmers, comment on est capable de vraiment barrer le fait que y a un secteur politique dominicain, encore un certain secteur économique qui a financé des hommes et des femmes politiques en Haïti là et qui, justement, qui dit financement, dit influencer tout l'élection et orientation politique qu'il a dans eux. Oui, donc là, je pense que, évidemment, c'est des bagages pour nous interdits carrément. Et bien sûr, je pense que CEP a les moyens de sa politique, mais c'est clair qu'il faut que nous soyons très vigilants sur la question d'influence
qui pas débat nouveau, hein, ça a toujours existé dans toutes différentes crises politiques haïtiennes, toujours une présence dominicaine quelque part, et vice-versa aussi. Hein. Il y a une présence de capital haïtien tout l'autre bord qui a pu influencer. Mais il est clair que je dis, le fait que nous gagnons une stratégie économique qui est plus basée sur une liquidation de l'intérêt national et du patrimoine national, et nous gagnons une attitude extrêmement irresponsable par rapport au capital dominicain. Non seulement tous les contrats qui ont été signés depuis la période Belle-Rive, etc., qui je dis, on questionner, mais nous connaissons que je dis, il y a un pile contrat qui signait avec des entreprises dominicaines. D'ailleurs, il y a un pile qui est bloqué suite au problème de Bautista, n'est-ce pas? Yes. Donc, il faudrait une révision de ces contrats et une révision de contrats ça pour voir que dans le secteur de la construction, qui c'est un rare secteur en Haïti qui a un taux de croissance positif, hein, qui a même fait 9% il y a 2 ans, qui veut que nous réarticulions les décisions et lignes d'intervention dans le secteur ça, qui pour favoriser véritablement une dynamique économique interne. Oui, tout à fait. Sur la question de moi, je pense que ces deux frères qui sont condamnés pour vivre ensemble, malheureusement, c'est comme ça. Et Haïti et Dominique un petit peu trouvé la même qu'à la France et l'Allemagne, il y a de ça 50 ans avant. Quoi. Je dis qu'on a une relation très conflictuelle, qui est plus ou moins stable, je dis. C'est-à-dire que je crois que le problème, ça qui totalement d'accord avec ma c'est avant, il faut que l'État haïtien puisse prendre des mesures plus coercitives pour pouvoir faire respecter ce que nous sommes. L'haïtienne Badi vient avec même genre Haïtianida Bagbo t'es fait Côte d'Ivoire et non c'est dangereux même, ça peut déboucher sur des choses même sur la guerre, donc c'est pas ce que nous souhaitons parce que c'est pas ça qui est l'haïtien d'avoir un concept de faire le même jeu que haïtianisation. Non, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc nous condamnons pour une vivance. Même si il y a une expression culturelle, nous avons une exceptionnalité haïtienne que nous devons défendre. Oh oui, of course. Oui, il global, mais en même temps, il faut une kembe sac la cagne. Même quoi que le majeur problème dans la conscience pour nous dire l'état économique entre deux pays, c'est un problème de, comment dire, économique, de relations, disons, faibles. Je ne vais pas dire l'autre la forme, pas du tout, mais qui a gourmé pour fort. Je crois que ces relations ça qui gagnent parce que nous avons environ 1 million d'Haïtiens qui sont en République dominicaine pour travailler dans le secteur bâtiment, commerce, hôtel, etc. Okay? Même sous-traitance aussi maintenant. Okay? Exactement. Donc ça veut dire que c'est un problème économique qui est entre deux pays. Je me rappelle quand j'étais en France, quand je suis à peine arrivé, relation en France c'était une façon chinois. Pas même je dis. Les Chinois, ils ont envie de stigmatiser rapidement. Quand il y a les Chinois, ils ont un minimum de respect pour lui. Pour une raison simple. Dans toutes les universités françaises, le chinois, c'est une langue étrangère qui est plus voilà, actuellement. Pourquoi? Parce que l'économie de ce pays a fait un bond, a eu taux de croissance de 2 chiffres pendant longtemps. Donc, qui fait que je dis, il vient respecter sur la scène internationale, il produit pour vous, il même bon manger, il fait jouer pour petit tout, il fait tout bagaille pour, il boit télévision pour garder, caméra, etc. Donc, il vient respecter. C'est comment nous-mêmes, je dis, pour nous servir, utiliser ce problème haïtien et dominicain comme une source d'incitation pour pouvoir relever nos différents défis de stabilité politique et ensuite disons, de croissance économique. Pas en croissance économique, quand c'est équitable aussi, parce que on fait croissance, il y a des éléments utiliser aussi. Pas d'intérêt dans la stabilisation politique là en Haïti. Je ne pense pas. Une grande stabilité qui t'a permis que nous-mêmes nous reprendre confiance dans la production et qui a fait que nous travaillons ensemble. Est-ce que vous pensez que le gouvernement dominicain, je dis à là, il a intérêt d'aider Haïti stabiliser? Dans le système international, on ne fait pas de cadeaux. Pas grand pays que j'aime mon autre pays développer. C'est vous-même qui vous développez intelligence ou avec des hommes éclairés, des leaders vraiment qui connaissent un pays, qui ont une vision, qui pour faire le jeu politique international et faire le jeu politique aussi national, pouvez faire pays où sortir. Vous pensez que les États-Unis étaient contents pour la Chine, je dis, en passe de dominer? Jamais. Mais la Chine a su jouer le jeu, a su chercher des alliés. Je dis, c'est pas pour sans raison que la Chine alliée avec la Russie. Elle a su chercher des alliés pour pouvoir asseoir son capital économique et se faire respecter dans le monde. Je dis, nous avons besoin des leaders qui sont capables d'utiliser à bon escient, efficacement, ce problème haïtien que la population consciente de qui révolter le fond de lit, pour nous capables de mettre le peuple noir au travail, pour nous capables de suspendre goumen nous une clotte, pour nous capables vraiment faire haïtien arrêter la caille. Il faut être logique. C'est même gens haïtiens qui étaient campagne dans la capitale là, oui.
bagay Haïti et République dominicaine. Nous quittons ici dans la République dominicaine, les gens qui ont quitté Campana viennent dans Port-au-Prince. Il a bien mettre dans la campagne. Parce que ça, il y a la douceur de vivre. Sa famille est là. Nous avons bien mettre la caille tout. Non, dans la République dominicaine. Il faut résoudre ces problèmes économiques. Pas seulement économiques, sociaux aussi, pour nous résoudre dans notre pays. Pour faire que nous vivre la caille et nous, pas la République dominicaine, pour nous visiter, pour nous faire tourisme, pour nous investir. Mais non, pour tourner, comme on dit, moun l'ouek sale là, moun l'ouek ap mande. C'est ça pour nous faire. Nos politiciens, n'utilisons pas ce problème pour faire un capital politique. Non, ce serait dangereux. Utilisez-le plutôt pour nous capables, pour orgueil haïtien, orgueil des salines de quitter la Caïnion, nos héros de quitter la Caïnion, pour nous dire, monsieur, arrêtons cette bêtise, construisons un pays pour que petite pas nous, pas vivre même bagaille ça à la télé et à la radio. Oui. Donc sur cette question-là, il y a trois aspects que je voulais soulever, même si je n'ai pas grand le temps. Oui. Premier aspect, c'est que, encore une fois, il faut revenir en 1915. Oui. C'est que à partir de 1915, les Américains ont décidé. Que Haïti, rôle dans les Caraïbes, c'est de fournir de la main-d'œuvre à bon marché aux industries américaines. Okay? Ouais. Entre 1915 et 1931, ils ont organisé la migration de 400 000 travailleurs haïtiens vers Cuba. 400 000 travailleurs haïtiens sur une population qui était 2,6 millions d'habitants. Oui, ça veut dire. Ça veut dire qu'on prend jus pays, on prend force pays, on voyait là le travail Cuba. Et malheureusement, rôle ça que ils fait nous jouer dans les Caraïbes là, il accompagne tout de sous-investissement en Haïti et d'investissements massifs en République dominicaine et à Cuba. Tu vois? Malgré que c'est des espaces économiques comparables. Même Jamaïque, qui sont un petit pays comparé à Haïti, reçoit plus d'investissements productifs que Haïti. Donc c'était vraiment un choix déterminé de dire pays ça, c'est main-d'œuvre à bon marché pour le fournir nous et nous pas investir là-dedans. Donc tout autant que nous-mêmes nous pas refuser rôle ça et que nous pas redéfinir l'insertion dans l'économie régionale là, on a toujours un problème. Oui. Donc dans ce sens, il faut rompre avec ce rôle qui aujourd'hui se manifeste avec la sous-traitance aussi, etc. Et redéfinir rapport nous de façon complètement différente. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, il faut démilitariser la frontière. Parce que la frontière aujourd'hui n'est pas gérée par des organismes privés ou des organismes, disons, administratifs. La gestion est faite par les militaires dominicains qui recevront une éducation haïtienne et qui fait que nous avons des rapports complètement déséquilibrés. Par exemple, l'État Gogo, qui sont bons produits, qui ont meilleur marché que le yogourt dominicain, ils ont interdit. Ouais. Et l'État ne pas dit rien. Nous avons gagné des centaines d'artisans qui ont produit des biens d'artisanat vers le secteur touristique dominicain. Longtemps, c'est artisan qu'on a commercialisé directement. Ils pour mesure dit pour arriver sur frontière, c'est remettre produit là des capitaines dominicains qui pourraient aller avec. L'État ne pas dire rien. Donc on a l'État qui pas paré pour défendre l'espace économique haïtien, pour défendre l'intérêt économique haïtien et pour défendre l'intérêt différents secteurs de production en Haïti. Donc ça c'est fondamental. Donc il faut vraiment un changement radical dans la capacité de l'État, dans la volonté de l'État pour les défendre les producteurs haïtiens. Pour le défendre producteurs haïtiens sur la frontière et aussi dans l'espace économique dominicain. Okay? Donc, et dans ce sens, et troisième élément, il faut aussi que nous gagnions une vision à long terme, okay? Et pour nous capables d'investir dans le pays, pour nous capables de rompre avec l'économie spéculative, côté qu'on gagne 169 milliards de gouttes qui sont accumulés dans les banques commerciales et puis qui ne peuvent pas financer la production. Pour qu'ils soient 169 milliards de gouttes accumulés dans les banques commerciales privées, et puis c'est 0,08% pour aller vers le secteur agricole. Ça n'a aucun sens. Donc il faut changer complètement l'orientation du crédit. Il faut changer la distribution de l'investissement sur le territoire national de façon que vous vraiment potentialiser investissement productif, investissement créateur de richesse, investissement créateur d'emplois. Et à ce moment-là, immédiatement, on va avoir l'autre qualité de relation avec le Dominicain. Tout à fait. L'émission analyse, nous vraiment continuer. Nous allons proposer, cependant, nous allons regarder qui choix, qui orientation économique pour nous faire tout ça par rapport à un diagnostic vraiment salé qui est là sous problème institutionnel, problème économique dans le pays, redistribution des ressources, redistribution de richesses, pour nous voir comment Haïtiens sont capables de vivre plus bien. Nous proposons, nous tourner.
Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Nous t'avons suivi, c'est tout autre chose qui c'est deuxième rubrique émission. Côté analyse là, il t'a tablé sur positionnement chaque invité par rapport à sa groupe yo réfléchit sur lui par rapport à formation professionnelle de recevoir qui permettent que une conviction sur ça y a dit, conviction idéologique, doctrinale, toute l'école économique qui est passée là-dedans puisque c'est deux économistes, deux professeurs qui ont vraiment travaillé dans le domaine pour former l'esprit jeune garçon et jeune fille en Haïti. Donc, émission analyse arrive dans le point, côté qu'on est là pour nous dire contre toute espérance, contre toute attente, qui perspective nous de dégager. Et perspective là, libérale économique. Puisque chaque gué pour faire, c'est vrai, il faut nous déployer une dynamique institutionnelle qui permet que chaque monde, chaque institution fait travail suivant ça la loi dit, suivant sa constitution dit. Mais qu'on y a choix économique dans tout ça. À l'intérieur de crise haïtienne dominicaine, qui choix économique, à l'intérieur de crise interne, nous les haïtiens vraiment presque désespérés avec une insécurité là, galopante qui a venu dans la période préélectorale là, et bien invité pour dégager les perspectives à travers contre toute espérance. Camille Chalmers, comment pour nous parler jeudi de choix économique en 2015, 2016, nous avons supposé changer de président, puisque 7 février 2016, nous avons l'autre président dans le Palais national là, si tout se passe bien, selon la loi, selon la Constitution, qui perspective économique? Bon, la première chose, c'est que jeudi, nous avons payé les conséquences d'un ensemble de choix qui fait au pays. Et notamment, depuis les années 87-88, nous gagnons une orientation néolibérale. Une orientation néolibérale définie par certains économistes haïtiens et aussi par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et nous voyons que le résultat, c'est que c'est un effondrement économique, c'est une destruction de la capacité productive que nous avons gagnée par exemple au niveau du secteur agricole, son affaiblissement institutionnel, son augmentation de la dépendance par rapport à l'extérieur. C'est un renforcement de l'orientation spéculative. Ça veut dire plus comme cap dans le pays, c'est régler des bails spéculatifs au lieu de régler des bails de production. C'est un renforcement de la dépendance par rapport à l'extérieur, dépendance alimentaire par exemple qui a renforcé. Donc je dis, il est clair que nous obligés de changer d'orientation. Oui, c'est clair. Ça veut dire que nous n'avons pas le choix. Il faut faire un constat de résultat orientation ça et nous dit que si nous voulons construire le pays, si nous voulons que le pays ait un avenir, il faut nous changer d'orientation. Maintenant, cette nouvelle orientation doit être définie de façon très courageuse, non seulement à partir des leçons de l'histoire économique contemporaine de ce pays, par rapport à l'histoire récente, 30-40 dernières années, qui c'est l'effondrement néolibéral, par rapport à l'exigence contexte international et modifications qu'a faites au niveau de la mondialisation et au niveau de la région Caraïbe en particulier. Et il faut faire des choix, mais des choix qui orientés vers la résolution d'un ensemble de problèmes clés pour le paysage. Il y a un problème clé, c'est le problème de la faim. Problème gangoua. Problème gangoua. Aujourd'hui, on gagne, d'après les estimations, 3,8 millions d'Haïtiens qui ont une sécurité alimentaire. Oui. 3,8 millions sur 10 millions, c'est intolérable. Nous n'avons pas gagner près de 4 millions de monde dans le pays qui n'ont pas qu'à manger chaque jour de façon adéquate. Et il faut que nous soyons capables de résoudre le problème. Donc, pour résoudre, il faut que nous soyons capables d'investir. Pour résoudre, il faut être capable de modifier la politique agraire. Pour résoudre, il faut être capable vraiment mobiliser un ensemble de forces dans le pays pour être capable d'aller vers la production alimentaire et permettre qu'il y ait plus accès à biens alimentaires dans le pays. Deuxième problème, qui est connecté avec le premier d'ailleurs, c'est le problème du chômage. Vous avez plus forme dans le pays, pas qu'à travail, ou un paquet de jeunes qualifiés qui sous béton depuis plusieurs années, pas qu'à joindre aucune source d'emploi. Pardonnez-moi si je me découpe. Vous posez problème agraire, pas poser problème foncier.
Oui, bon, Oui. Mais parce que là, on va totalement vite, lié. on va vite. Qui quitte terre, on va Mais pas. évidemment, Oui. pour résoudre le problème, non, par Foutifel, ils ne sont pas attaqués le problème foncier. Ou pas qu'à Foutifel, ils ne sont pas attaqués le fait que, ou pas tenu compte de contraintes qui gagnent dans différents systèmes agroécologiques dans le pays. Aménagement, il faut un véritable réaménagement du territoire qui tenu compte de problèmes physiques, Oui. hein, mais qui tenu compte tout de problèmes démographiques, de déplacement de population sur le territoire là. Parce que nous avons l'État qui justement pas jamais géré le territoire. Ouais, et d'ailleurs c'est une raison que l'on regarde les frontières, on regarde ça qui a passé à côté avec ça qui a passé boisien, c'est deux choses différentes. Ils ont fait comme si pas de monde dans le pays, pas de territoire à gérer. Ouais. Donc il faut qu'une prise en main du territoire, une prise en main des orientations économiques et qui allait vers la question de résoudre le problème de la faim, résoudre le problème gangrou, résoudre le problème emploi, résoudre le problème crise environnementale, et tous les trois bails sont interconnectés. Ça veut dire solution pour le joindre sont solutions qui répondent à la fois en même temps à tous les trois problèmes sérieux et qui permettent que nous commencer à rentrer dans une véritable perspective de Et qu'on politique de solution jeunesse crise. tout et Camille qui Yeah. t'a Non, bien sûr, nous avons une bonne force bagaille. Mais là, me productive dites pays, quoi? c'est la jeunesse. Ça, C'est les certain. paysans, c'est les C'est femmes. certain. Mais justement, là, on parlait de problèmes d'emploi. Mhm. Ça veut dire évidemment qu'il y a une dimension emploi jeune qui est fondamentale. Parce qu'il y a 150 000 jeunes qui ont privé sur le marché d'emploi presque chaque année. Chaque année. Et puis, pas aucune perspective. Parce que Et pendant ça, qu'on c'est a parlé un là, véritable crime lié. on en a parlé là, on marche pour la jeunesse et les sports. Mhm. Qu'on va le faire dimanche, matin, Mhm. vers 7h du matin, pour que les jeunes aillent marcher pour dire qu'il faut une politique, sport qui marie avec éducation, qui marie avec et tout problème civique dans le pays, problème citoyen tout à poser. Donc, je crois que vraiment, former une politique de jeunesse en rapport avec tout problème ça va C'est bien, ça. là. Et tout ça, que ce soit pour résoudre le problème le problème gangrou, problème emploi, problème crise environnementale, là, demander d'abord une reprise en main de la souveraineté nationale qui permettent que nous définissons des politiques macroéconomiques qui sont cohérentes avec l'objectif ça, et qui permettent que nous définissons des politiques sectorielles qui allaient dans ce sens. Et pour nous définir, ça veut dire que nous ne sommes pas capables de signer une lettre d'intention avec FMI, côté c'est FMI qui a défini qui ça pour nous faire dans la macroéconomie dans le pays. C'est clair. Tu vois? Moi, Donc, Diego il Delissin. faut une rupture Mhm. et il faut aussi que nous ayons des appareils politiques qui sont capables de gérer la rupture ça, C'est clair. et qui sont capables vraiment de porter le projet de renouveau national. Ça. Bon, Contre toute espérance, quelles sont les il perspectives faut à dire dégager? qu'on pose une grosse question qui vraiment t'a demandé un pile heure de discussion. Je vais essayer de synthétiser. Ma question avec ça, Camille dit, deux plus gros problèmes moi-même majeurs que le pays a gagné vraiment, c'est la faim et le chômage, qui une résumé avec question de misère, ça, etc. Je suis la faim parce qu'il faut qu'à manger pour y camper. Travail parce que c'est à travers le travail que être humain moun. Parce que c'est à travers le travail que ou comment dire ou réaliser en tant qu'être humain ou utile là, ou pas seulement manger, dormir, accoupler ou etc. Donc, non, ou sentir que ou transformer aussi ton entourage, je te dis ton environnement. C'est à travers le travail qu'on fait. Donc chômage et la faim. Maintenant, mission économique, ça c'est comment faire. Je pense que d'abord, il y a deux gros problèmes à poser. Il y a un problème politique, stabilité politique. Ça, je ne vais pas gagner des discussions top dans l'économie sur ce point. Il faut que le pays faut un minimum, pas totalement, un minimum de stabilité politique. Deuxième bagaille, il y a un danger en bas de nous là. Nous sommes à 10 millions d'habitants sur 27 500 km². Oh, 750. 750 km². Une densité très élevée, une plus grande densité de population à travers le monde. Maintenant, pourquoi là danger? Danger, c'est que 50% de la population ça a moins de 20 ans maximum. Avec 52% de femmes qui, dans le dernier chiffre qui sorti, ont un taux de fécondité d'environ 4 enfants par femme. Ça veut dire que nous avons un problème démographique grave qui peut arriver devant nous là dans pas trop longtemps. Côté que si on ne résoudre ça, ou est-ce que dans moins de 10 ans, une population, on va passer de 10 millions dans moins de 10 ans, qui quand même arrive jusqu'à 14-15 millions d'habitants en moins de 10 ans. C'est infernal. Dans une situation de pauvreté que nous y là, je dis, de chômage, c'est pour Camille se dit, et de faim. Donc, problème démographique là, il faut poser. Moi, ce que je propose, je travaille beaucoup dessus depuis 3 ans. Je pense qu'il faut absolument donc stopper cette montée démographique par une politique de la famille. Par une politique de la famille claire. La Chine l'a fait. C'est ce qu'a fait la Chine en voyant cette démographie énorme face à la pauvreté
vivaient, ils ont mis la politique de l'enfant unique. Actuellement, je suis en train de proposer quelque chose pas trop loin de cette politique d'enfant unique qui pourrait permettre que nous capables de prendre 25 ans avec une démographie plus ou moins stable, nous résoudre les grands problèmes et que nous avons une abondance économique, nous connaissons que si nous va faire, ce n'est pas plus dans la misère à patauger, mais capable. Donc, vous demandez Haïtiens et Haïtiennes font une politique de planification des naissances. Non, l'État doit prendre ça en compte depuis l'école. Pour faire si nous connaissons les dangers gagnants et donc d'organiser, de prendre en main le planning familial, de ne pas laisser ça entre les mains des institutions internationales. Donc, c'est un problème d'État. C'est une question démographique. Deuxièmement, c'est que nous sommes dans une trappe à la pauvreté. C'est-à-dire que l'État a besoin d'investir, a besoin de financer ces différents, les grands biens publics, comme on dit, routes, ponts, etc. Avec quel argent on va financer ce développement? Est-ce que, si nous voulons indépendre sur le plan politique, est-ce que nous continuons les FMI, je l'ai dit tout à l'heure, qui a planifié le développement de l'Union? Maintenant, où trouver cet argent? Donc, je pense qu'il faut absolument un mécanisme très intelligent qui pourra impliquer les nationaux et aussi les nationaux externes, ce qu'on appelle les diasporas, ok? Qui pour faire que nous gagnons l'État avec des outils financiers de développement qui pas qu'à BRH parce que BRH manque de contrôle que lié. En plus le monde économiste proposé ce qu'on appelle une banque de développement etc. En plus il débat sur que l'État ait en main un outil de financement de son développement. C'est fait une. Deuxième bagarre, on se dit le fait que nous sommes un système capitalistique, l'État ne peut pas investir dans tous les détails de l'économie. Il faut que aussi les acteurs, cette jeunesse, cette masse, cette main-d'œuvre, donc disons puissent investir eux aussi à côté de l'État, donc dans la sphère publique, de créer des entreprises. Il faut que aussi ces jeunes puissent avoir la formation adéquate pour comment diriger une entreprise, comment mener à bien un projet pour que ça soit rentable et durable. Il faut aussi aient du crédit. Et il faut que aussi, comme l'Allemagne l'a fait dans les années 30, il faut avoir le courage de le dire, aussi que l'État puisse prendre le risque d'investir dans ces jeunes, donc de financer les projets des jeunes. Parce que c'est là que, ou même on vient riche, l'État est riche, parce que c'est sur où l'État va le prendre impôt. C'est là qu'au gros entreprise, l'État va le taxer, ainsi de suite. Donc, il faut que aussi qu'il y ait un mécanisme de financement entrepreneurial de la jeunesse dans ce pays. Donc, je propose quatre grandes choses. Il faut qu'on mène une politique démographique. Il faut qu'on résolve ce problème d'instabilité politique. Il faut que l'État ait un outil financier pour financer ces développements. Que l'économie se mette d'accord comment il y a besoin de moyens. Mais il faut que l'État ait des outils, s'il veut, plus ou moins indépendants de FMI et de Banque mondiale. Et il faut aussi que nos jeunes puissent avoir accès au crédit à travers un mécanisme étatique, parce que le secteur privé actuel n'a pas pris ça, pour capable financer ces différents projets, et que l'organe pays, côté que mon travail, entreprise approuvée, l'État a espéré gagner ce qu'on appelle donc élargir l'assiette fiscale et augmenter aussi la pression fiscale qui peut permettre que l'État capable de financer convenablement ces différents projets. M. Charles, mais l'autre point de vue. Oui, donc il est clair que c'est nécessaire pour une politique de contrôle de la population, mais pour moi-même, c'est un bail qui est secondaire. Ouais. Parce que moi, je pense que le bail qui est fondamental, c'est modifier la base économique de ce pays. Et nous gagnons un problème qui c'est le problème de une économie extravertie. Ça veut dire une économie qui a fonctionné pour l'extérieur. Il faut que l'économie consomme qu'on fonctionne pour sa population. Et là, on parle par exemple de la question alimentaire, ça veut dire qu'il faut que nous résoudre le problème 3,8 millions de monde qui n'a pas de goût. Il y a encore 20 fois le financer. Bien sûr. Maintenant, les bases richesses paysans, les chita sur modification des rapports institutionnels, notamment le fait que investissement, pas d'investissement public pratiquement, vers les secteurs productifs. Pas d'investissement privé ou très peu d'investissement privé. Il faut que l'investissement aille vers les secteurs productifs de façon que, par exemple, si tu prends la pêche. La mer, cette pêche. Nous avons 700 km de côte, nous ne pouvons pas l'utiliser, non? Ça, c'est clair. Il y a plus de 20 000 hectares de terre en bas, nous ne pouvons pas jamais utiliser, non? Alors qu'on a un paquet de pêcheurs expérimentés qui ont possibilité. Je dis, par exemple, on consomme à peu près 8 kg de poissons par tête d'habitants chaque année. Jamaïque, là, qui a moins de kilomètres de côte que vous, la consomme 24 kg. Donc, si vous passez de 8 kg par tête d'habitants et par an à 15-20 kg déjà, ou dans une situation extrêmement différente. Oui, non seulement ou un bassin économique dynamique au niveau des régions côtières, ou il y a des revenus qui augmentent au niveau de pêcheurs,
et au gain, aux contributions aux problèmes nutritionnels. Tu vois? Et ça peut se faire avec des investissements qui ne sont pas tellement importants. Parce que, regardez, par exemple, ça coûte un bateau de pêche. Un bateau de pêche performant qui allait en haute mer. Il ne coûtait pas à peu près même comme qu'un 4x4, qu'un Toyota 4x4. Oui. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'en termes d'investissement, si on t'a réduit quand tu as Toyota 4x4 que tu as acheté pour l'administration publique, tu as acheté bateau, ouais, avec évidemment un encadrement pêcheur, ou des possibilités pour gagner accès à des facilités de stockage, des infrastructures pour mettre que commercialisation fait tout l'autre gens, des contrats dédiés côté que par exemple de l'école etc. qui a acheté production poisson ça dans le cadre de nutrition timonio. Donc c'est vraiment tout un paquet et le ça un secteur qui non seulement crée richesse, l'a créé emploi, mais la permet de contribuer à la solution du problème nutritionnel. Tu vois? Oui. Donc le problème c'est que très souvent nous méprisons la richesse nous gagnons, nous pas connaissons et puis nous mettons béton sous terre fertile pour nous faire maillot. Donc il faut vraiment une nouvelle orientation économique et une orientation économique qui tienne compte des forces historiques que l'on a, des forces culturelles que l'on a, des ressources qu'on a. Et que nous transformer en économie spéculative en économie productive. Voilà. Avec des entrepreneurs. Et bien sûr, et pour nous faire transformation ça veut dire qu'il faut que nous changer le régime d'accumulation. Parce que je dis qu'il y a trop de gens qui fait comme dans la spéculation. Et qui est à l'aise dans faire comme dans la spéculation. Ça veut dire que taux de change, $20, 20 good, et puis à l'aise. Les banques réalisent près de 9 millions, vendent près de 9 millions de dollars américains chaque jour dans ça, et puis il n'y a pas de problème. Et le principal corbio, c'est dans ça. Bon BRH permet qu'il y ait des accès à liquidité, très bon marché. Ouais. Donc il faut rompre ce cycle et permettre que les richesses qui sont créées dans ce pays, d'abord potentialiser beaucoup plus de création de richesses, mais que les richesses soient utilisées dans le sens pour renforcer l'économie nationale là, et améliorer les gens que tout le monde vit dans le pays. Tu vois? Donc ça, c'est un autre paradigme, c'est une nouvelle vision en termes de développement économique. Et il faut que, évidemment, c'est la question du comment, il faut qu'il y ait des forces sociales qui portent pour gérer. Il faut qu'il y ait des forces sociales qui portent. Et dans la force sociale, évidemment, les jeunes, c'est fondamental. Je veux dire, son crime que nous avons fait. Formés. Il y a 60 000 bacheliers qui ont frappé n'importe université. Et puis c'est 1500 qui ont accueilli chaque année. Qu'est-ce que ça veut dire? 60 000 jeunes, oui. Que maman fait des sacrifices parfois pas manger pour payer l'école, payer la scolarité. Ils ont un baccalauréat, mais ils n'ont pas foutu entrer, ils n'ont pas qu'à l'autre côté, non? Ils sont obligés à l'immigrer Saint-Domingue, très souvent avec une éducation au rabais, souvent, il faut le dire, au niveau de certaines universités dominicaines. Tu vois, donc il faut vraiment que jeunes, il faut nous mobiliser et permettre qu'ils investissent dans la reconstruction nationale. Il faut nous encadrer de façon que nous mobilisions à travers un système d'emploi jeune qui permet qu'ils investissent force, énergie dans la reconstruction nationale. Et ça, c'est possible. L'émission Analyse nous arrive dans le bout jeudi. Et vraiment, comment on définit sous-développement? Sous-développement défini, c'est une situation, un pays qui a dormi gonflé à côté de ressources, à côté de biens, à côté de sales produits. Et des fois, là, chercher dehors, ça le gagne à terre, là, dans la mer. C'est tout ça, l'émission Analyse voulait faire, surtout dans le moment où on vivre là. Merci professeur Chalmers parce que tu réponds à l'invitation. C'était un grand plaisir et on espérait que nous avions l'autre occasion parce que là il y avait vraiment très peu de temps pour ne pas développer toute l'idée, même parce que le type de débat c'est important. Très important. Et pour nous capables d'éclairer l'opinion et pour nous capables justement et encourager réveil citoyen, réveil patriotique, ça que nous avons besoin pour nous capables sortir de la crise. Merci professeur Delissin parce que tu réponds à l'invitation à Analyse. Merci Romaret, donc ça toujours un plaisir pour nous retourner encore venir sur le plateau. C'était des sujets très intéressants. Merci camarade de Camille. Je crois que la population a su tirer quelques éléments qui sont capables d'édifier lui, pour que nous mieux comprendre la complexité sanitaire. Même si 4 termes ont choisi, c'est 4 émissions. Alors, 3 termes. 3 termes, c'est 3 émissions. Voilà. Élection, question de haïtiano-dominicaine, problème orientation économique, nous, pour nous faire comme choix économique, choix politique et public, dans la période électorale, là, nous souhaitons que, ou même qui candidat, cap garder l'émission ça ou jeune assez éléments de connaissance, assez éléments d'orientation pour capable faire programme pour là. Émission Analyse, à bientôt.